On m'avait dit que quand j'allais voler, ce serait un peu comme un rêve et que j'allais pas y croire le lendemain. C'était tellement magique. Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur le Jump Seat. Et puis là, la nouveauté aujourd'hui, c'est que j'ai un nouveau co-animateur. Bonjour. Johan, vous le connaissez pas, parce que d'abord, c'est un homme de l'ombre. C'est lui qui, entre autres, prépare toutes les vidéos après les émissions, tout ce que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une émission qui est un petit peu spéciale, parce que nous avons accueilli des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, des pilotes de bombardiers d'eau, des pilotes de Concorde aussi, des pilotes d'essai, des astronautes, des alternantes, des PDG, des PMC, on a eu un rafale sur le display, des ingénieurs, des recruteurs, des mais on n'avait encore jamais eu de magicien. On est heureux d'accueillir aujourd'hui Gaël. Bonjour à tous. Bonjour. Tu es notre premier magicien, Gaël. Oui, je le pense. C'est normal. Gaël, on est vraiment heureux que tu aies accepté notre invitation, surtout en ce moment, parce qu'on imagine que en ce moment, tes journées sont bien remplies, parce qu'on est à moins d'un mois de la première. C'est ça, exactement, ouais. Et c'est un spectacle que tu vas présenter à Paris sur la scène musicale, et ça fait 5 ans que tu es dessus. Ouais, c'est ça. Depuis 5 ans, je travaille d'arrache-pied sur ce projet un peu dingue, mais en même temps, je l'ai voulu, hein, c'est le projet d'une vie, mais je l'ai souhaité, donc je vais pas m'en plaindre. Mais il est vrai que c'est très énergivore, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'attentes, et je veux faire les choses bien pour le grand public, mais pour tous ceux qui m'ont fait confiance. Donc là, ça approche à grands pas. Ouais. Et alors, donc ce spectacle, pour l'instant, on l'a pas vu, évidemment. Peut-être qu'il n'existe même pas, si ça se trouve. Bah oui, C'est ça. Il faut la légende, si ça se trouve. Plus grande illusion, quoi. C'est ça. Ça serait drôle. Pour l'instant, donc, on l'a pas vu, mais on sait quand même que le clou de ce spectacle, ça sera l'apparition d'un Alpha Jet sur la scène. Exactement, ouais, c'est le final du spectacle. Il y a effectivement un Alpha Jet aux couleurs de la PAF, donc bleu, blanc, rouge, qui apparaît en 3 secondes sur scène à 2 mètres du public, donc c'est vraiment pas un hologramme, ça se fait vraiment... c'est un final qui a demandé beaucoup d'années de réflexion, de travail et de méthodologie, mais après je me suis aussi entouré de plein de personnes compétentes sur le sujet. On a eu des ingénieurs du spectacle vivant de Las Vegas qui ont travaillé sur les idées, j'ai même des mécanos de l'armée de l'air qui ont travaillé avec nous, hein, donc... il y a un mécano donc, sur Mirage 2000, Thierry Brabant qui a rejoint l'équipe. Enfin, on a vraiment une diversité dans les génies qui ont travaillé sur ce numéro qui font que c'est vraiment un climax et un final absolument waouh quand on le présente. Ah oui. C'est dingue. Ouais. Alors, donc moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai rencontré des gens qui l'avaient vu. Et entre autres, c'était des pilotes de la patrouille de France. Et c'est vrai que quand ils en parlent, ils sont complètement bluffés. Là, comme tu dis, c'est l'effet waouh. Et encore après, ça faisait plus d'1 an qu'ils l'avaient vu, ils n'en revenaient pas. Ils disaient vraiment... ils ont bien gardé le secret déjà. Bah oui, c'est vrai qu'ils l'ont bien gardé. Après, la relation a mis du temps à se faire aussi entre la patrouille de France et moi. Parce que c'est vrai que je ne suis pas pilote, je suis juste fan depuis que je suis gamin d'aviation. Mais au-delà de ça, je ne fais pas partie d'une communauté, on va dire, aéronautique, je ne fais pas partie de l'armée de l'air. Mais voilà, ça a mis du temps, mais maintenant la relation est vraiment très forte entre la patrouille de France et moi. Mais en tout cas, ce souvenir, il est inoubliable, en fait, ce qui s'est passé, ce moment de la présentation pour la patrouille de France à l'occasion des 70 ans. C'est vrai que pour moi, ça avait du sens de leur présenter la première, mais ils n'ont encore rien vu parce qu'ils ont vu le final du spectacle. Mais tout le show qui dure 1h30, ils n'ont rien vu. Parce que ça, c'était en cours de création et je voulais rien spoiler, je voulais tout garder pour la vraie public. Donc en fait, ils vont être encore plus... vraiment émerveillé, donc c'est cool. Parce que cette présentation, tu leur as fait, c'était pas une présentation publique, hein, c'était vraiment pour quelques privilégiés. C'était vraiment une façon de les remercier de m'avoir fait confiance, en fait. Je voulais que cette première, elle soit symbolique, elle soit offerte aux pilotes de la patrouille de France, mais pas que aux pilotes, aussi aux mécanos, aux Ofcom, enfin à toutes les personnes qui officient et qui aident de près ou de loin la patrouille de France. Alors on est tombé sur un temps qui était quand même assez compliqué parce que finalement c'était les 70 ans, donc il y a beaucoup d'événements sur un événement, mais il est vrai que le vendredi soir, ils ont pu un peu se libérer un petit créneau
pour profiter de ce show avec la présence du chef d'état-major et plein de personnes qui nous ont aidés de près ou de loin sur ce projet. Et vous l'avez fait où, cette présentation? Eh bien, dans les hangars de la patrouille de France. Ah oui, carrément à Salon de Provence. Eh ouais, c'était génial en fait. Ils nous ont vraiment accueillis à merveille. On a sorti les Alpha Jets pour installer une scène gigantesque avec les smirmorques. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire, donc de transformer le hangar de la PAF, quoi. Et donc au début, les mécanos, tous ceux qui n'étaient pas au courant du projet à l'époque, on dit qu'on va pas faire un spectacle dans les hangars de la PAF à Salon, quoi. Et ben si. Et moi le matin, j'étais comme un fan. J'étais un gamin, quoi, de voir tous ces avions à côté de moi pendant les répétitions. On ouvre le hangar, j'ai ma scène avec le show et tous les avions. Enfin, j'étais sur un nuage, quoi. Mais même en tant que du coup de fan, tu dis que t'es pas spécialement issu de ce milieu, mais comment on fait en tant que civil? Même en étant fan, je prends exemple Gilles, qui quand même est du milieu. Comment on fait pour avoir un avion? Et surtout l'Alpha Jet de la patrouille de il faudrait, c'est pas 1h30 d'émission qu'il faudrait, mais je peux vous en parler un petit peu, mais c'est un vrai parcours du combattant. Ça s'est pas fait comme ça. Ça aurait été trop facile. Et puis moi, il faut savoir une chose, c'est que je démarre vraiment de rien. J'ai démarré de rien. Voilà, mes parents sont pas du tout artistes. Ils ont toujours travaillé. Voilà, mon père à l'usine, ma mère dans une boîte qui faisait du chocolat, voilà. Mais rien ne me prédestinait à un avenir artistique et encore moins de pouvoir mettre le pied dans l'aéronautique, même si j'avais toujours ces deux rêves d'être soit magicien, depuis que je suis gamin, ou soit d'être pilote d'avion de chasse. C'était vraiment mes deux ambitions et je me suis orienté vers la magie, mais j'ai toujours gardé en tête l'idée de pouvoir un jour voler. Et au final, cet avion, je le voulais parce que j'avais fait construire initialement, donc ça remonte, un bâtiment de 600 mètres carrés en 2020 qui était fait et conçu à la taille soit d'un Rafale ou soit d'un Alpha Jet, donc pour le projet de ce spectacle, sans même savoir que j'irais au bout parce que je pouvais pas être certain de réussir à convaincre tout le monde, mais j'avais cette idée folle et on m'a fait confiance. Alors ça serait long à expliquer, mais pour raccourcir la chose, en fin de compte, j'ai des élus locaux qui ont cru en moi parce que j'avais franchement pas d'argent. Tout ce que j'ai gagné, j'ai toujours tout réinvesti dans le spectacle. Donc concrètement, quand on a à peine 3 500 € sur ses comptes et qu'on demande à avoir un bâtiment de 600 mètres carrés qui vaut 800 000 €, eh bien finalement, on nous prend un peu pour un extraterrestre. Mais j'ai des élus locaux qui ont cru en moi, qui m'ont vu parcourir la France, qui m'ont vu performer dans des concours de magie avec des retours presse à échelle locale. Et donc, on entendait beaucoup parler de moi. Par ailleurs, ça fait quand même 15 ans que la magie est mon métier. Donc, j'avais un très bon bouche à oreille dans ma région. Et au final, on m'a fait confiance. On m'a dit, ton bâtiment, on va te le construire et on sait que tu arriveras à le payer. Et en fin de compte, en 2020, le magicien n'avait pas eu le nez fin parce que le Covid est apparu. Donc, comme quoi la magie a ses limites. Mais néanmoins, on m'a soutenu et ce bâtiment a vu le jour en janvier 2020 et ça m'a permis de créer ce projet, d'avoir vraiment... parce que moi, avant, mon matériel était dans une ferme. Je suis un agriculteur, donc je suis passé d'une ferme agricole à un vrai bâtiment structuré où là, j'ai ma scène pour répéter et tout. Et après... pour répondre à ça, Johan, sur la partie avion, purement à proprement parler, j'ai rencontré une personne qui est le directeur d'Assaut Aviation, donc Stéphane Faure. Pas n'importe qui. Non, qui a mis beaucoup de temps à me répondre, mais c'est normal, c'est un homme très, très chargé. Ça a mis énormément de temps et donc il m'a reçu à Dassault Aviation à Paris parce qu'il avait entendu parler de mon projet par le biais d'un ami magicien. Enfin, c'est un peu long. Mais toujours est-il qu'il m'a reçu et donc il m'a dit écoute, je vais voir de près ou de loin si je peux t'aider. Avec Dassault Aviation, il devait y avoir un partenariat qu'il ne s'est pas validé pour X et Y raison. Toujours est-il qu'ils m'ont soutenu parce que voilà, ils m'ont autorisé à avoir l'image de Dassault Aviation parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alpha Jet c'est Dassault, entre autres. Donc Stéphane Faure m'a beaucoup aidé sur le sujet et c'est génial. Et après, c'est le ministère des Armées qui un jour, donc je vous passe toutes les étapes parce que ça a mis beaucoup de temps, j'avais pas de réseau dans le milieu de l'armée de l'air. La seule chose que j'avais pu réussir à faire, c'était de la magie pour des arbres de Noël. J'avais fait plusieurs fois l'arbre de Noël de la base aérienne de Brissy. Okay. On a tous les A400M et finalement, j'avais quelques contacts que j'avais tissés. Mais pour aller jusqu'à l'état-major de l'armée de l'air à Ballard, le parcours était encore bien long. Et un jour, je crois que toutes les planètes étaient alignées pour moi puisque j'allais à mon bâtiment
Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment je vais faire pour aller jusqu'au ministère des Armées, dans le sens où avec Dassault Aviation, il n'y avait pas encore de partenariat acté. Et j'ai eu un coup de fil. Un coup de fil un peu magique, je m'y attendais pas. En plus, c'était en inconnu. Je pensais que c'était de la pub, j'avais pas envie de répondre. Je partais au local, dans mon bâtiment, et en fait, on décroche en me disant, enfin je décroche, et on me dit, bonjour, c'est le chef de cabinet du porte-parole de l'armée de l'air. À l'époque, c'était le colonel Spett. Et il aimerait vous recevoir demain à l'état-major de l'armée de l'air à Ballard pour parler de votre projet dont il a entendu. Voilà. Et je dis ouais, j'annule tout évidemment, je viens demain, je serai là à l'heure convenue. Et ensuite ça s'est fait, mais avec beaucoup d'étapes. Il y a eu énormément d'étapes. Voilà, pour tout vous dire, j'ai été accueilli par un ancien leader de la PAF, Christophe. Je ne sais pas si ça vous parle, Christophe qui a été à la rédac de Air Actu. J'ai plus me souvenir de son call sign ou de son nom voilà, qui est parti ensuite à l'OTAN. Enfin bref, il y avait Christophe et donc le porte-parole de l'armée de l'air de l'époque, le colonel Spett. Voilà. Et ils m'ont accueilli en me disant mais ton projet est un projet dingue parce que de faire apparaître un avion sur scène, c'est unique. Unique au monde et c'est vrai. Mais ce qui est dingue, c'est que si tu veux le faire, en plus, t'es un vrai amoureux des avions comme on le sait. En fait, je pense qu'ils savaient déjà tout sur moi. Ouais, à mon avis, ça en savait plus que ta famille. Oh oui. Franchement, ouais, donc du coup, j'ai même pas fait de monologue sur sur mon parcours parce qu'ils savaient déjà tout. C'était trop bien. Et j'ai vu en eux forcément un vrai amour pour les avions parce que c'est pas, j'ai rien contre les financiers. Hein, je suis aussi à mon échelle un financier pour ce spectacle, mais il y avait une vraie passion et ils ont vu en moi cette passion-là en me disant mais Gaël, le vecteur de communication peut être incroyable pour l'aéronautique et les campagnes de recrutement, d'avoir un jeune magicien qui fait apparaître un vrai avion dans des salles de spectacle ouvertes au public, parce que la Patrouille de France, ça fait rêver, la magie aussi, donc les deux combinés, voilà quoi. D'entrée de jeu, tu voulais faire apparaître un avion sur la scène ou C'était le final que j'avais en tête. Pour tout vous dire, il y a un seul magicien au monde qui avait réussi à faire ce miracle à l'époque. C'était un magicien américain qui s'appelait Brett Daniels qui avait réussi à faire apparaître un asset du US Navy, il me semble. Et en fait, ce tour de magie, lui, il avait réussi à le faire avec l'autorisation de l'armée américaine à l'époque, puisqu'il avait fait l'arbre de Noël de la Maison Blanche à l'époque où Bill Clinton était président. Il s'était lié d'amitié avec lui et lui avait octroyé un avion pour ce spectacle, mais qui jouait en fixe. Ce spectacle jouait dans un lieu fixe au Golden State Casino à Las Vegas, sur le Strip. Et ça avait été financé par le groupe Mandala Bay. Donc à Las Vegas, les théâtres et les salles de spectacle sont faites sur mesure pour les shows. Et donc lui, il avait réussi ce miracle. Il avait mis plus de 5 ans à trouver une méthodologie avec une quarantaine de personnes qui travaillaient d'arrache-pied. Il y a des ingénieurs de la NASA qui ont travaillé dessus. Vraiment, c'était un miracle. Et il a arrêté en 2001 après les attentats du 11 septembre. Tout le matériel américain, quand bien même cet avion avait été modifié pour le spectacle, avait été récupéré par l'armée américaine. Donc il a stoppé ce show. Et eh bien, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à le convaincre. Ça, c'était avant d'avoir un avion, de m'aider à faire ce projet. Et ce magicien, il faut savoir qu'il parle à personne. Il travaille dans sa bulle. Et ce miracle, qui est l'apparition de cet avion de l'époque, eh bien... plusieurs magiciens ont voulu lui racheter, dont le célèbre David Copperfield, plusieurs millions de dollars à l'époque. Et c'est même pas une histoire d'argent parce qu'en fait, il a toujours refusé. Lui, il voulait garder ça vraiment pour lui. C'était tellement de recherche et de travail qu'il voulait garder ce miracle pour lui. Et en fait, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance, même si je me suis battu pour, parce que j'ai un ami à Las Vegas qui m'a dit, un concepteur de numéros de magie, qui m'a dit « Gaël, il faut que je te mette en relation avec Brett Daniels, parce que lui... » Effectivement, il avait réussi à faire apparaître un asset, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a refusé pour des millions de dollars, évidemment, de vendre la subtilité de ce tour de magie. Oui. Mais en fait, il s'est toujours promis qu'un jour, il le donnerait, il vendrait cette subtilité, mais à un magicien qui allait en faire bon usage. Et qui allait être très respectueux et surtout fan d'aéronautique. Il me dit franchement, je vais te mettre en relation avec lui. Je trouvais pas son numéro ni rien. Il me dit, il y a de grandes chances que si tu lui parles de ta passion pour les avions et de ton parcours, ça peut le faire. Et en fait, on a échangé. Alors moi, je suis pas bilingue, mais je parle anglais, donc on a réussi à bien échanger pendant plusieurs heures par téléphone. Et il m'a dit, écoute Gaël, c'est pas une histoire d'argent. Il dit, moi, quand je vois ton parcours,
tout ce que tu as fait. Là, il a mis plusieurs mois à me répondre. Il a regardé ce que je faisais sur le web, un peu mon parcours et tout. Il me dit, bah, tu as démarré de rien, vraiment de rien. Et où tu en es maintenant, c'est déjà chouette. Alors, si je peux t'aider à faire vivre un petit peu cet héritage et sublimer ce que tu as en tête, c'est-à-dire faire apparaître un avion français. Il faut savoir que lui, il connaît tous les avions également. Donc, quand je lui ai dit que je voulais le faire, à la base, je voulais le faire pour être frais et franc avec vous, je voulais le faire avec le Rafale. Parce que j'adore cet avion, le Rafale. Et là où ça a changé un petit peu, c'est qu'ensuite, quand j'ai rencontré le ministère des Armées, mais j'en suis encore plus ravi maintenant, avec du recul, c'est qu'ils m'ont dit il faut le faire avec l'avion de la Patrouille de France. Parce que ça a une portée plus symbolique. Populaire auprès du grand public et cet avion a forcément un regard différent auprès de la population que le côté peut-être trop militaire d'un Rafale sur scène où là on va se dire bon voilà. Et au final il m'a vendu les droits pour une somme dérisoire parce que j'avais pas d'argent. Et je dis mais j'ai pas d'argent, moi j'ai pas des millions de dollars comme David Copperfield. Et il me dit c'est pas grave, je vais te vendre les droits. Alors il m'a vendu les droits, c'est-à-dire la subtilité, le mécanisme qui était tourné en VHS avec des vieilles vidéos au casino, voilà. Mais ça ne faisait pas tout. Parce que lui, encore une fois, c'était dans un lieu fixe, ce numéro. Et moi, c'est un projet de tournée, dans plein de zéniths, dans des salles différentes, ce qui fait que la logistique n'est pas du tout la même, et le trucage non plus. Donc je me suis appuyé d'une base de sa mécanique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points de similitude entre l'armée de l'air et la magie, on ne se rend pas forcément compte, mais le mécanisme, l'ingénierie qu'il y a derrière, la réflexion, tout ce qui se fait en termes de gimmick, en fait, ça se rapproche grandement de toute l'ingénierie qu'il y a avec les mécanos qui travaillent d'arrache-pied sur les avions pour les faire voler. Et au final, tout simplement, il m'a dit « Ok, je te vends les droits ». Donc j'avais les droits pour faire ce numéro. Par contre, on a tout transformé pour le faire avec un Alpha Jet. Et ensuite, il me fallait donc l'avion, mais l'avion a été validé. Quand j'ai parlé de ce projet donc, à Ballard, avec donc, les deux interlocuteurs que j'avais en face de moi, ils m'ont dit Gaël, on va t'aider, parce que pour nous, c'est un gros vecteur de communication pour les campagnes de recrutement. On a envie de t'aider. Et au final, ça s'est fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit on t'aide. Et ils ont réussi à me trouver un avion pour ce projet. Et un jour, cet avion est arrivé chez moi, dans mon bâtiment, par l'armée. Et je n'en revenais pas de voir cet avion... où d'ailleurs la dérive ne rentrait pas. J'allais dire, il est rentré facilement dans le bâtiment ou... C'était galère. Ouais, c'était une horreur. Une horreur, il n'est pas rentré, on a dû soulever le nez de l'avion, ça a été du grand n'importe quoi. J'avais pas pris les codes comme il fallait à la base. Non, mais en tout cas, ça s'est fait et l'avion est arrivé. Et donc, c'est vraiment un vrai avion. C'est un avion qui a alors une part de magie parce que moi, j'ai pas forcément l'antériorité et le vécu de cet avion. Le ministère des Armées ne me l'a pas communiqué. En revanche, c'est pas un hologramme, c'est bien un avion. C'est un avion qui est... oui, je vous assure que c'est un avion. C'est vraiment l'Alpha Jet de la PAF. C'est pas. Vous le verrez de façon en vrai. Vous pouvez même le toucher. Voilà. Okay. Et effectivement, non, c'est un avion qui. Alors moi, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé avec cet avion dans le passé. Tout ce que je sais, c'est que moi, je l'ai et je peux en profiter. Par contre, pour vous dire un petit peu plus de choses sur cet avion, il a été complètement transformé. C'est-à-dire qu'il est complètement démilitarisé, il a été vidé, il a été allégé pour des soucis logistiques. On a transformé le train d'atterrissage, on a transformé plein de choses pour qu'il soit plus petit et qu'il tienne dans une semi-remorque. Parce qu'à la base, il n'était pas dans une semi-remorque, cet avion. Donc là, maintenant, on a démonté tous les ailes, la dérive, rétréci le train pour que ça tienne dans la largeur d'une semi. Et maintenant, au moins, il est caché pour qu'on garde la surprise, même si... Les gens le savent quand ils viennent voir le show qu'ils vont se prendre ça dans la vue. Néanmoins, on veut garder la surprise jusqu'au bout. Voilà. Donc, une des difficultés, ça a été justement d'obtenir le feu vert de l'armée. Ça n'aurait pas été plus simple de prendre n'importe quel avion. Il y a plein d'avions démilitarisés dans les musées et des choses comme ça. Ouais, alors en fin de compte, j'ai fait quelques parcours comme ça. J'ai visité plusieurs musées. Il y en a un, comment il s'appelle je connaissais bien La Canopée. Mais bon, en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'avions qui sont dans des musées, mais qui appartiennent... malgré tout à l'armée. Exactement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne le savais pas, je pensais que ça appartenait au musée, mais pas du tout. C'est vraiment du prêt sur le long terme. Comment s'appelle ce monsieur aussi j'avais visité... Betrancourt à Albert. Exactement, tout à fait, bien joué. Ils sont formidables. Incroyable. Vous avez bien une culture au-delà de la mienne, franchement. Ouais. Bravo Alfred.
Tiens, au passage, il y a ta femme Morlon qui t'a rencontré sur la BA105 pendant le festival de BD. Il n'y a pas longtemps. C'était super sympa. Donc, bon, femme Morlon, c'était un tout petit show. Hein. La scène était minuscule dans la base aérienne. Hein. C'était pas grand-chose. Mais c'était plus une pastille pour les familles. Ouais, c'était cool. Donc du coup, tu étais parti sur un vrai avion, donc au départ un Rafale, après tu as glissé vers l'Alpha Jet et un Alpha Jet de la patrouille de France. Ouais. Et donc tu pars d'une idée, d'un mécanisme, et comment tu l'as adapté? Il t'a fallu beaucoup de temps pour l'adapter, et avec qui tu l'as fait? Après, il faut savoir que l'avion en soi, c'est le climax, c'est le final, c'est l'effet waouh qu'on ne voit jamais et qui n'a jamais été fait, mais néanmoins, ça reste que 3 secondes sur un show d'1h30 où il y a beaucoup d'aéronautique. Pour répondre à ça, il m'a fallu... Alors moi, déjà, je suis nul en bricolage. Il faut savoir une chose, c'est que je suis zéro de chez zéro. Par contre, si j'ai une qualité, c'est que j'ai une imagination sans faille, il y a une persévérance à toute épreuve. On peut me dire non 15 fois, j'irai au bout de mon truc. Parce que quand je veux réaliser mes rêves, je fais tout pour. Et je me suis beaucoup battu. Et en fin de compte, je me suis vite rendu compte qu'il fallait beaucoup de personnes autour de moi. Parce que seul, on le dit toujours, et dans l'armée, c'est quand même une phrase qui revient assez souvent, on dit toujours que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je trouve que c'est assez vrai pour le spectacle, puisque j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes très douées dans des corps de métiers différents. Typiquement, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une personne qui... J'avais visité la base aérienne de Creil au début avec un Alpha Jet qui était en train d'être modifié, tout ça, pour le CIRPA. Et je vois un monsieur qui est en train de peindre une dérive pour le 14 juillet. Et en plus, j'étais fan de ce qu'il peint la dérive. Et je vois quoi dessus? Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Et moi, en plus, il y a bien une phrase qui m'anime, qui a toujours été chez moi. Et d'ailleurs, c'est la dernière phrase de mon spectacle. J'emprunte ces quelques mots à Antoine de Saint-Exupéry, qui était donc magicien. Pas magicien, pardon, aviateur et écrivain. Mais qui peu de gens le savent. Et là, je vais en surprendre plus d'un peut-être, mais qui était passionné de magie. Alors pour ceux qui connaissent son histoire, évidemment, vous ne serez pas surpris, mais il pratiquait lui-même de la magie par passion et qui a dit un jour fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Voilà. Et cette phrase, il était en train de peindre tout ça à la dérive. Et donc je me présente à lui. Et c'était un mécano en fait sur Mirage 2000, un ancien mécano qui s'appelle Thierry Brabant. Voilà, Brabs de son nom de code, donc Goldstein. Et en fait, donc il est très doué en peinture, il fait des casques, plein de choses, des manches en résine, des trucs super top. On parle, on échange, et il me dit il dit j'ai entendu parler de ton projet. Je dis oui, mais pour le moment il n'y a rien qui est fait, hein. On est en train de chercher l'avion, tout ça, c'est pour ça que là je visite la base de Creil. Et je dis tu fais quoi maintenant et tout. Je dis il me dit là je peins l'avion. Il dit ça t'intéresse pas de bosser avec nous? Je dis parce que là je vois que t'es quand même plutôt doué en peinture et pas que. Et il me dit ouais, moi je suis fan, pas de souci. Et donc en fait voilà, lui il a rejoint la boucle alors qu'il a fait toute sa vie au ministère des Armées, voilà. Alors il continue le CIRPA, il a un peu moins de temps pour, mais c'est quand même le seul qui s'est monté, je crois, le Mirage 2000 quand il est en expo avec. Mais il vient avec nous et maintenant il fait partie de la tournée. Et donc voilà, ça c'est un exemple. Gilles, il y a Thierry Brabant. Après, je me suis entouré de personnes vraiment spécialisées, mais dans le spectacle vivant, qui pour certains ont travaillé au Futuroscope, d'autres aux États-Unis. En fait, j'ai eu des consultants magiques et techniques divers et variés. Typiquement, pour l'avion, on a travaillé aussi avec des soudeurs de l'extrême, des mecs qui sont très forts pour rendre des choses impossibles possibles. Donc, on a des corps de métier vraiment variés qui nous ont permis... j'ai personnes dans le cinéma aussi qui nous ont aidés à modifier des choses sur l'aspect déco également. Donc voilà, pour répondre à ça, il y a beaucoup de personnes qui entourent un peu tout ça, mais qui sont vraiment des gens dont je suis très admiratif, parce qu'encore une fois, moi je suis pas un bricoleur de l'extrême, mais j'ai des gens fabuleux qui m'entourent dans cette équipe. En fait, finalement, c'est un petit peu comme pour l'armée. Je sais pas si... je pense que c'est Gilles ou j'ai dû l'entendre quelque part. Il faut toute une armée pour faire voler un avion. Et en fait, c'est pareil pour un magicien, quoi. Exactement. Encore une phrase qui est dans mon spectacle. Et t'as lu le texte de mon spectacle? Je l'ai eu beaucoup de choses sur toi. Parce que le texte, personne ne le connaît encore. Mais c'est dans le texte du show. À un moment donné, effectivement, je dis que dans l'armée de l'air, on a tendance à dire qu'il faut effectivement toute une armée pour faire voler les avions. Et moi, c'est pareil pour le spectacle. Il me faut toute mon armée de techniciens. Et ce sont les hommes de l'ombre que l'on ne voit pas, mais qui travaillent d'arrache-pied pour faire des miracles. Et sans eux, ça ne marche pas. Donc je suis très admiratif de... Il y a tout un envers du décor qui sont
Les mecs à la vidéo, au son, aux éclairages, aux effets spéciaux, vous allez voir, mais ça pète de partout, il y a des artifices dans tous les sens, c'est incroyable. Et toutes ces personnes qui sont aussi au plateau, qui bougent les décors, les ramènent, positionnent tout, on les voit pas, mais c'est des fourmis, c'est incroyable. Et moi, je suis là, devant, à faire tout mon show, à penser à mes textes, à ma manipulation, à mes interactions avec le public, à mes regards caméra, à tout. Mais eux, ils bossent aussi comme des dingues. Mais alors, ils sont combien Alors là, sur la tournée, on est 50 personnes. 50 personnes qui, donc entre la régie, ce qu'on appelle les roads qui déchargent, les installations, la lumière, le son, au bloc, l'électricité, enfin tous les corps de métier qui touchent à des gros spectacles d'envergure. On est 50 personnes. Et sur la partie artistique, on est 7 parmi les 50 personnes sur scène. 7 sur scène. Oui. Et 43 en coulisses. Ouais, c'est ça. Ouais. En coulisses et aussi en régie, c'est un peu partagé. Voilà. Ouais. Parce que le show est aussi filmé tel une vraie réalisation télé, avec des caméras de partout, puisqu'il y a des numéros qui sont retranscrits sur écran géant pour des numéros plus intimistes. C'est tout type de magie ou c'est plus spécialisé sur quelque chose c'est-à-dire, des fois, il y a des spectacles de mentalisme, Ouais. d'hypnose. Est-ce que c'est... Alors là, vous allez voir un peu tous les univers. Hein. C'est-à-dire que c'est un show de méga grande illusion, très spectaculaire, mais pas que. C'est surtout aussi mon histoire, ma vie, mon parcours, qui est écrit et raconté à travers des numéros qui sont en fait un prétexte à la magie. Il y a du mentalisme, il y a du close-up filmé sur écran géant. C'est-à-dire qu'en fait... Qu'est-ce que tu appelles du close-up? Alors, du close-up, c'est vous avez 30 secondes, si vous voulez, je vous fais un tour. Eh ben, allez. Alors, attention, hein, on n'a pas préparé. C'est de la jurer. Et levez la main et dites je jure. Je le jure, Voilà. c'est de la Alors là, spontanéité. Et les amis, si vous mentez, vous allez en enfer. Pire que l'enfer. Pire que l'enfer, vous irez manger chez ma belle-mère. Non, c'est une blague. Ce sera coupé au montage. Non, je l'adore, ma belle Toche. Joanne, alors juste un petit jeu de cartes, vous allez voir. Avec que des cartes différentes. Alors ce ne sont pas des cartes truquées, hein, mais c'est des cartes qui s'appellent Mirage, qui seront issues du spectacle. Et c'est une petite fierté parce que ce sont des cartes qui racontent mon amour pour l'aéronautique. Et c'est les vraies premières cartes en fait qui sont utilisées pour l'aviation. Et voilà, il y a plein de belles choses dessus, l'Alpha Jet, plein de choses. Mais je vous fais un petit tour avec une carte. Joanne, est-ce que tu peux prendre une carte au hasard? Celle qui te fait plaisir au hasard. Je déconne pas ça. Je fais exprès de te la donner. Et il est bon public. Hein. Ouais, bah, moi, Des fois, ça marche quand les gens sont bourrés. Mais là... Joanne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, et c'est important, nous faire une petite dédicace? Et puis tu peux montrer face à la caméra pour les internautes. Juste de ce côté-là, sur la face, tu mets ce que tu veux. Sur cette... Ouais. Pas ta face à toi. Parce que bah non. Ton numéro de carte bleue, par exemple. Allez, c'est parti. Avec le code. Et puis tu peux la montrer à tout le monde. Ok, tiens, je récupère le marqueur. Vous voulez, on la montre. Ouais, montrez-la. Martin, la réal, c'est bon, tu l'as eu? Ouais. Ok, good. Gilles, tu peux la redéposer, vas-y, dessus. Et en fait, on va essayer de la retrouver d'une façon originale. Vous allez voir, j'espère qu'on va bien voir la caméra. On va mélanger un peu comme les joueurs de poker, comme les Américains. Ok? Et regardez bien. La carte, elle est pas en dessous, hein, promis. C'est pas celle-là, c'est pas le 10 de pique, c'est pas non plus celle du dessous, c'est pas le 3 de cœur. Ok? Mais si on frange le 3 de cœur sur le bras, avec un peu d'imagination, il faut y croire, on fait 1, 2, 3 et ça revient. Ça marche. C'est rigolo, hein? Ah oui, C'est bien, effectivement. c'est bien la Oui, ça c'est. On va faire mieux. On va faire mieux. On va la retrouver non pas grâce à mes mains cette fois-ci, mais d'une façon un peu plus spéciale. Ok. Et Gilles, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Je Ouais, te donne C'est l'autorisation. vrai? Alors regardez bien, on y va. Grâce à ma bouche. Et on a bien une carte pliée en 4. Si c'est la bonne, on a de la chance. Et c'est bien le valet de cœur. Ok, Ouais. Ah ouais, là. Et alors voilà, je sais ce que c'est que maintenant le close-up. Ça, c'est Et- de la magie rapprochée. Il y Voilà. a même des effets, quoi. Pour les mariages, les anniversaires, les divorces, enfin je fais tout quoi. D'accord. Et donc tu consommes beaucoup de jeux de cartes alors? Ouais, j'en consomme beaucoup, c'est un peu du consommable pour moi. Mais le jeu de cartes, c'est un peu une pièce essentielle du magicien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres mentalistes? Alors, donc le close-up, oui, parce que dans le spectacle, en fait, il y a des numéros. Par exemple, il y a un numéro en hommage à mon papy qui était fan de photographie. Et c'est un numéro de close-up filmé, retransmis sur écran géant, qui retrace son amour pour la photo.
Et on voit plein de photos de moi quand j'étais gamin avec des avions de chasse. Enfin voilà, c'est Ok. très prenant, très émouvant. Et il y a des numéros aussi vraiment liés au mentalisme. Sans tout vous dire, il y a un univers complètement dingue sur mes 18 ans, sur les soirées étudiantes. Et le climax, il y a tout un numéro où plusieurs personnes pensent à une couleur de voiture, à une marque de voiture. Et en fait, à la fin, vous verrez un truc de dingue apparaître. Voilà. Non, il y a vraiment une diversité dans les effets. Il y a aussi beaucoup d'interactivité. C'est-à-dire que les spectateurs dans la salle sont aussi également acteurs du spectacle. Je voulais vraiment que ce show soit immersif. Il y a des choses fabuleuses. Il y a par exemple, vous le verrez, mais des petits avions de la patrouille de France qui ont été fabriqués par des génies qui s'appellent les frères Schex. Ce sont deux frangins qui ont, tu les as peut-être déjà vus à certaines occasions, ouais, qui font voler des avions dans la salle. Et eux m'ont fabriqué des avions de la patrouille de France qui vont voler au-dessus du public avec de la lumière bleu, blanc, rouge, c'est magique. Et ça, c'est très très beau. Il y a vraiment des univers très variés. Chaque personne va par exemple rentrer avec un petit sachet goûter. Dans la salle, vous rentrez tous avec un petit sachet goûter. Et en fait, il y a tout un univers sur la thématique du goûter de mon enfance. Quand je regardais les avions de chasse voler assis sur un banc chez mes grands-parents. Et à un moment donné, il y a une carte qui va apparaître sur le sachet goûter de tout le public, des choses de malade. Et ça, c'était important pour moi. Il y a aussi un tour avec tous les téléphones dans la salle. Tout le public va prendre leur téléphone et il y aura toute une révélation. Donc voilà, il y a du close-up, du mentalisme, de la grande illusion. Il y a le numéro avec la turbine. Au début, j'apparais sur un siège éjectable en quelques secondes. Voilà, tout est vraiment lié à l'aéronautique. Mais pas que. Il y a aussi une part de mon histoire et de mon parcours. Ok. La turbine, ça fait référence à un vol que tu avais fait en tant que passager, là, c'est ça? Ah oui, oui, juste en passager, ouais, exactement. Ce numéro de la turbine est un tour, je ne veux pas dire un peu cauchemar, mais un peu quand même. Parce que en 2011, exactement, donc moi, j'ai fait mes armes un peu en magie au Club Med. J'allais travailler, faire de la magie au Club Med. Et en échange, ça me payait des vacances, tout ça. Et donc, j'avais travaillé au Club Med en Turquie. Et je revenais, donc, il y avait une escale à Amsterdam avant de rentrer en France. Et là, en fait, soudainement, en plein vol, moi qui est fan je dormais jamais dans les avions, forcément, que ça soit n'importe quel avion, dès que je passe à Orly, Roissy ou ailleurs, j'ai la tête en l'air. Donc, dans un avion, voilà, je suis fan. Sauf que là, en fait, je m'étais assoupi pour la première fois et c'est dramatique parce que rien que d'en reparler, ça me fait froid dans le dos. Mais alors pour certains, ça peut paraître pas grand-chose quand vous connaissez vraiment l'aéronautique et tout ce qui. Mais pour quelqu'un de novice comme moi, ça m'a vraiment heurté. En fait, l'avion, soudainement, a perdu de l'altitude, mais a chuté brutalement. C'était un A320. Et donc, du coup, il a chuté et tout le monde s'est réveillé. Moi, je m'étais assoupi sur ma tablette, ça m'a tout de suite réveillé. Et là, je vois tout le monde apeuré dans l'avion. C'était une horreur. Les passagers, certains pleuraient, d'autres criaient. Les stewards, qui sont censés être là pour nous rassurer, se barraient au fond. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible et tout. On était franchement pas bien. Et on apprend qu'on va faire un atterrissage d'urgence en Bulgarie, à Sofia. On nous dit pas ce qui se passe exactement. Mais là, on s'est dit, l'avion met plus de 20 minutes à tanguer. C'était, je crois, les 20 minutes les plus longues de ma vie. C'était une horreur. Je me suis dit, mais on va jamais atterrir. Et au final, en fait, on a appris à l'arrivée. Donc, fort heureusement, l'atterrissage d'urgence a fonctionné. Les pompiers nous ont accueillis et ça a été. Et en fait, c'est l'avion qui a un réacteur qui s'est complètement coupé parmi les deux. Et donc, le pilote a réussi à maintenir l'avion en vol et tout s'est bien passé. Et puis, c'est très anxiogène dans un avion quand il se passe quelque chose comme ça. C'est un peu comme des moutons, quoi. On est tous pris par cette peur. Et les stewards n'avaient pas forcément fait leur job pour nous rassurer. Ouais, mauvais souvenir. Et finalement, dans ce spectacle, eh bien, c'est un peu, je ne vais pas dire un exutoire, mais une façon de reparler du passé, de cet accident qui m'a traumatisé, parce que maintenant c'est paradoxal, mais j'ai vraiment peur de monter dans un avion. Dès que je fais du long courrier ou autre, pour moi c'est un peu cata. Le jet lag il est encore plus amplifié. D'accord. Mais en fait, faut imaginer une grosse turbine de réacteur d'avion. Et en fait, cette turbine qui tourne, eh bien, je vais passer complètement à travers, à vue du public. Et là, après, je vous dis pas la suite, mais il y a un accident qui va se passer et quelque chose d'assez incroyable. Mais cette turbine, elle est immense, ouais. Encore plus grosse qu'un A380. C'est une turbine immense qui a été faite. On s'en rend bien compte avec les deux personnes Ouais, elle qui doit bien te faire, tiennent elle fait debout. 3 mètres 50. Enfin, remarque, je dis ça, je sais même pas quelle taille fait une turbine d'un A380. Ça se trouve, c'est bien plus gros. C'est même bien plus gros, j'imagine. Enfin bon, voilà, non, mais ça fait partie des numéros que je voulais mettre en scène dans ce spectacle pour parler de mon histoire. Donc c'est un spectacle autobiographique. Oui,
Exactement. Aéro-autobiographie. En fait, tout ce que vous allez découvrir dans ce spectacle, c'est vraiment le fruit de mon histoire. C'est pas du tout inventé, quoi. C'est vraiment, j'ai voulu être sincère et transparent dans ce spectacle et être vrai avec le public, ouais. C'est pas des tours qui s'enchaînent les uns après les autres, quoi. Non, une il y a trame, exactement, il y a un vrai fil conducteur. C'est un peu chronologique de par mon enfance jusqu'à maintenant. Et à la fin, évidemment, je révèle la chance que j'ai eue avec le vol de la patrouille de France, tout ça, donc d'avoir réalisé mon rêve quelque part, d'avoir pu voler. Je suis trop content. Et ce vol, il s'est fait dans quelles circonstances? Alors, ce vol a été fait après toutes les étapes. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai pas eu ce vol comme ça, loin de là. Et d'ailleurs, je pensais même pas pouvoir l'obtenir. Je l'ai eu parce que derrière, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu évidemment la première qui s'est faite pour le chef d'état-major, le showcase, on en reparlera. Mais donc, il y a eu déjà ce gage de crédibilité parce que ça a fonctionné. Et tous les feux se sont mis au vert parce que tout fonctionnait. Bon. Parce que le chef d'état-major est venu chez toi, dans ton atelier, avant de te donner le feu vert? Ah oui, en fait, donc, dans l'ordre chronologique des choses, j'ai eu l'avion qui est arrivé chez moi. Mais ils m'ont laissé presque 1 an pour me dire, Gaël, t'as l'avion, tu changes ce que tu veux dessus, tu le modifies pour l'usage du spectacle. Par contre, on veut voir la première. C'est-à-dire qu'ils veulent voir si ça fonctionne. Il y a aussi les codes, les valeurs, évidemment patriotiques liées à la patrouille de France, à l'armée de l'air. Et je voulais être dans le vrai. Je voulais surtout faire... Pour moi, la patrouille de France, elle est tellement symbolique, belle et incroyable d'un point de vue de notoriété auprès du grand public que je voulais que la sublimer. Je voulais surtout être dans les codes, je voulais faire attention. Et donc, ça, c'était aussi important. Et ils sont venus dans mon bâtiment, donc le chef d'état-major de l'armée de l'air, donc l'ancien, Stéphane Mills, est venu avec... quand j'y repense, c'est incroyable, avec les gardes du corps, les gyrophares, les machins, dans mon bâtiment en Sologne, quoi, dans le 41, dans le Loir-et-Cher, avec une quarantaine de personnes qui faisaient partie de la partie un peu presse, quelques personnes des bases aériennes autour... Voilà, pour regarder... il y avait des membres de la patrouille de France Ouais, il y avait... Alors, la PAF n'a pas pu venir, mais il y avait colonel Aurélien Azé qui était là, qui était l'ancien... je crois qu'il ne l'est plus, si je dis pas de bêtises, mais qui était l'ancien directeur des équipes. Il est venu avec... je crois qu'ils étaient 2 de la PAF pour regarder ça au niveau de la direction des équipes, et il y avait une Ofcom aussi, Stéphanie Dujardin, qui était là. Et en fait, j'avais la pression de malade parce que la veille, ça marchait toujours pas. C'est-à-dire qu'on a même fracturé la scène sous le poids de l'avion. Donc la veille, c'était une horreur. Ah oui, j'ai fait entendu parler. Et quand tu sais que le lendemain, t'as Dassault Aviation, t'as le chef d'état-major de l'armée de l'air, t'as le porte-parole de l'armée de l'air, t'as tout le monde qui vient, je veux dire que tu dors vraiment pas, quoi. Hein. C'est une horreur. J'étais pas bien, j'étais au bout de ma vie. Mais franchement. Et... encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance car le jour même, tout a fonctionné. Je crois que j'en ai pleuré pendant près de 5 minutes sur scène. Tout le monde s'est levé, les chefs d'état-major, de l'armée de l'air, la patrouille de France. Tout le monde était debout, je pleurais comme un gamin. Parce que ça avait marché et parce que c'était tant d'années de travail que voilà. Et le miracle a fonctionné. Ce jour-là, en coulisses, il y avait une 50aine de personnes? Non, on était moins nombreux. On n'avait pas tout le personnel encore. On était une vingtaine. Vraiment mon équipe la plus proche. Et derrière, voilà, on a fait un cocktail. Je les avais accueillis au mieux. Et en fait, là, les feux se sont mis au vert en disant « Mais Gaël, on y voit, c'est super, quoi. Tu respires magie, tu respires aviation. C'est un cadeau pour nous d'avoir cette forme de spectacle. Mais pour le rayonnement, beaucoup plus que la patrouille de France et l'armée de l'air. Pour le rayonnement au sens large de l'aéronautique. Parce que ce show va contribuer à faire rêver les enfants, le jeune public. Parce que la magie, il faut savoir une chose, c'est que c'est intemporel. C'est universel et ça plaît aussi bien aux anciens qu'aux enfants. Et quand c'est bien fait, que c'est bien raconté, qu'il y a un beau storytelling, on peut emmener les gens très loin dans l'imagination. Et là, les bouts de chou, dans la salle, les jeunes, peut-être que... Moi, ce qui m'a donné envie d'aimer l'aviation, c'était les meetings aériens, voilà, et peut-être que ça sera le spectacle. Par défaut, derrière, ça sera peut-être un mécano, un officier de communication ou autre. Donc, je me dis qu'ils ont eu raison de croire en moi, et merci encore une fois à l'armée de l'air d'avoir cru en ce projet de dingue, parce que je peux vous assurer que quand je suis arrivé, j'étais un extraterrestre. Hein. Enfin, au ministère des Armées, on fait la guerre, quoi. On fait pas de spectacle, quoi. C'est pas là où. Donc c'était un peu foufou, quoi. Oui, parce que tu dis que tu fais des tours de magie, de cartes comme ça pour des mariages, mais là tu passes d'une salle de mariage
un zénith, et pas un seul, à une tournée de zénith. On en parlera tout à l'heure. Il faut être un peu mégalo là, pour faire ça, non? Faut surtout avoir aucune limite, quoi. C'est-à-dire que j'adore les défis, j'adore les challenges, j'adore aller plus loin, j'adore repousser mes limites parce que j'ai toujours été un garçon et ça, bon, peu de gens le savent, mais quand j'étais gamin, j'étais très très timide, très réservé, j'étais incapable de lever le doigt à l'école. C'était une catastrophe. Et la magie m'a aidé à aller vers les gens, aller vers les autres et surtout avoir un capital confiance en moi, le fait de bluffer un public avec un tour de magie, mes proches, mes amis, ma famille. Ça m'a permis d'aller de l'avant et derrière, voilà, de monter ce projet un peu dingue. Mais j'ai pris le temps, je voulais être prêt, suffisamment mûr, avoir assez d'expérience. Je voulais pas brûler les étapes. Et finalement, maintenant, ça y est, hein, c'est show must go on, c'est parti, quoi. T'es tombé comment dans la magie? Parce que là, tu dis tout petit, là. À l'âge de 12 ans, en 1998, il y avait des cassettes vidéo qui étaient en vente chez les marchands de journaux, qui s'appelait J'aime la magie. C'était produit par un magicien de l'époque qui s'appelait Sylvain Mirouf, qu'on voyait chez Drucker ou autre. Et ça m'a donné envie de démarrer la magie. Alors, c'était des tours très basiques, hein, automatiques. On faisait disparaître une clé dans la manche. C'est pour ça que j'ai les manches maintenant. Il n'y a rien dans les manches. Non, mais c'était vraiment les débuts de la magie et ça m'a... je me suis un peu enfermé là-dedans dans une espèce de bulle où je répétais avec mes cartes, mes pièces. J'en avais partout, dans la chambre, à l'école, je manipulais, la dextérité, c'était trop bien. Et derrière, c'est devenu addictif. C'est devenu une vraie addiction parce que j'ai commencé à aller faire des concours de magie à l'international pour me faire connaître, améliorer mes performances et surtout avoir un regard critique sur mes numéros. Et ça, c'était chouette parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir avoir un œil extérieur et d'être meilleur. Et ensuite, voilà, j'ai eu des prix dans le milieu de la magie qui étaient des récompenses qui m'ont permis d'avancer. Et puis mes parents m'ont dit, finis tes études. Donc j'ai été jusqu'à mon bac plus 2 parce qu'ils voulaient absolument que je puisse avoir un minimum de bagages si jamais ça ne fonctionnait pas. Je suis allé au bout tant bien que mal. J'ai eu mon BTS et derrière, j'ai décidé de vivre de ma passion. Et au bout d'un an, ça a marché. Et ensuite, voilà, je suis parti dans le spectacle vivant. D'ailleurs, j'ai appris que tu faisais partie de l'équipe de France, que tu as fait partie de l'équipe de France de magie. Alors moi j'ai une question. Comment c'est un peu dans la patrouille de France. Ouais. Voilà. Et comment on fait pour intégrer l'école, la sélection française de magie C'est un peu. Alors c'est pas à la même échelle que la patrouille de France où il faut avoir fait tant d'heures de vol, des OPEX et tout. Non, là on est sur une sélection artistique où en fait c'est des compétences qui sont c'est l'humain mais aussi des compétences qui sont sélectionnées et faut faire déjà les championnats de France de magie. Moi j'avais fait les championnats de France de magie en 2006 à Arcachon où j'avais eu un 3e prix en catégorie manipulation qui est une catégorie très difficile parce que c'est vraiment la catégorie primaire de la magie. Les magiciens ont débuté par la manipulation, l'art magique. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de France. Alors, c'est un peu comme le foot, mais à petite échelle. C'est-à-dire qu'on fait des compétitions à l'international, pas ouvertes au public. On joue devant nos pairs. Hein. C'est vraiment devant des magiciens pour avoir un barème avec des critères d'évaluation comme l'impact sur le public, la technique, la présentation, la mise en scène. Et c'est des formats de 5 à 10 minutes que l'on présente sur scène. Et ça nous permet d'obtenir des prix, des récompenses pour avoir un peu plus de crédibilité dans l'art magique parce qu'on est quand même sur un métier basé sur le secret et on s'échange des idées mais de façon très confidentielle. Là encore, c'est un point commun avec l'aviation et le ministère des Armées où il y a évidemment beaucoup de confidentialité. L'art magique vit sur le secret. Ouais. Il y a un classement officieux de magiciens. Non, en fait, il y a des prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix par catégorie. Il y a un champion du monde qui est et champion d'Europe qui sont tous les 2 et 4 ans pour les championnats du monde. Et en fin de compte, c'est un titre, mais c'est un titre qui a une valeur dans l'art magique. Après, au-delà de ça, il y a des numéros qui sont très, très bons, mais il faut... c'est un peu comme, on va dire, je ne vais pas dire Miss France, mais on peut trouver un numéro beau et l'autre aussi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut en sélectionner un pour qu'il soit... Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment de compétition comme Incroyable Talent ou des émissions comme ça. C'est plus... voilà. Et donc, à un moment, tu décides de voir grand. Ouais. Mais alors là, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement trouver un avion, il faut trouver aussi les moyens de réaliser ce rêve. Ouais, c'est beaucoup de choses. Hein. Il faut...
malheureusement, je dis malheureusement parce que ça n'a pas été la partie la plus rigolote dans le projet, mais trouver de l'argent. Parce que, encore une fois, j'en avais pas, donc il a fallu que j'aille chercher des partenaires financiers. Voilà, alors moi, j'avais pas de réseau dans l'aéronautique, et malheureusement, je suis certain que des personnes auraient pu m'aider dans l'aéronautique si effectivement ce projet était plus... c'est délicat parce que ce projet, je pouvais pas forcément en parler dans le sens où le ministère des Armées m'avait demandé d'être discret, dans le sens où tout n'avait pas été validé. Ouais, C'est quand même remonté jusqu'à la ministre des Armées à l'époque, Florence Parly. Ce projet a été assez haut parce que on confiait un avion à un civil pour un spectacle en public. À ma connaissance, Gilles, tu me diras, mais je pense que ça n'avait jamais été fait, quoi. C'est assez nouveau. Donc, je comprends aussi pas les réticences, mais donc pour trouver de l'argent, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai fait 40 000 km à l'année pour aller voir des entreprises partout en France, des PDG de boîtes pour essayer de croire en ce projet. Et beaucoup de gens, malheureusement, c'est un peu le problème de la France, je trouve, c'est que beaucoup de gens m'ont pris pour un dingue et m'ont dit mais t'arriveras pas à avoir un avion de l'armée, tu feras jamais un truc comme ça dans les zéniths et tout. Mais heureusement, il y a quelques personnes qui ont cru quand même. Heureusement, parce que sinon j'aurais baissé les bras, voilà. Il y a tellement de portes qui se sont fermées que ça a été encore une fois le parcours du combattant. Mais j'ai quelques entreprises qui m'ont aidé financièrement, des grosses entreprises aussi. Mais à échelle locale, chez moi, j'ai par exemple le groupe Saint-Michel qui fait les biscuits, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont bien aidé. Martin Baker, Safran aussi, les sièges éjectables, parce qu'au début, j'apparais sur un siège éjectable. Et il y a un final où je disparais sur un siège et je réapparais dans la salle en quelques secondes, en plein milieu du public. Donc, ils m'ont aidé à fabriquer, j'ai fabriqué mon siège éjectable. Ils m'ont aidé financièrement avec des plans, tout ça. Donc, je remercie Martin Baker qui m'a beaucoup aidé. Mais il est vrai que financièrement, ça a été pas rigolo, quoi, de faire des bornes et d'avoir des oui de principe. Et en fait, derrière, non, ça ne suit pas, quoi. Donc ça, c'est assez triste. Mais je me suis battu et maintenant, j'ai trouvé un producteur de spectacle qui a cru en ce projet dingue parce que moi, j'avais pas une notoriété nationale, simplement à mon échelle. Et là, finalement, c'est super parce que j'ai plein donc on a la presse, les médias qui nous suivent, on a 5 attachés de presse, on a la production du spectacle qui y croit. Même s'il n'y a rien d'acquis, il faut remplir les salles. Mais j'ai mon bâtiment où je répète, je crée, j'imagine. Donc tous les feux sont ouverts et je suis grave content. Mais il n'y a rien d'acquis. Il faut que ça marche. Parce que là, on en parlera tout à l'heure, mais tu vas partir sur une tournée de très grandes salles en France, là, au mois de janvier. Oui. Hein. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation derrière, parce que j'imagine que les jeux de cartes, ils tiennent dans ta valise, mais l'Alpha Jet, et puis le mécanisme qui va avec, les sièges éjectables, le son, la lumière, tous les aubes oui. du réacteur, tout ça. Il y a plein de choses qui rentrent pas. Dans ton équipe, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça Ouais, alors il y a différentes. Maintenant, il y a des échelles, hein, c'est-à-dire qu'on a des... Il a dit abracadabra en s'éjectant. Non, même pas. Je pourrais le dire. Abracadabra, c'est fini ce mot-là. C'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire obsolète. Non, mais c'est. En fait, la logistique, elle est énorme. On se rend pas compte quand on n'est pas dans l'envers du décor, mais elle est incroyable. C'est un peu comme une opération extérieure, quoi. Non, mais c'est presque une OPEX, on se rend pas compte, mais c'est des défis permanents. Typiquement, la turbine, elle rentrait pas dans une semi. Il faut qu'elle se démonte pour entrer dans une semi. Ok. Sauf qu'après, il faut qu'elle soit montée très rapidement. Parce que quand on fait Lyon, le lendemain, on fait Marseille. Donc, la logistique, c'est comme si on installait une petite base militaire dans chaque ville, quoi. Il faut aller à une vitesse incroyable. Donc, les mecs doivent se casser la tête pour trouver des subtilités, pour gagner du temps, pour être efficace. On a des ingénieurs en hydraulique, en électricité, en tout. On a une merde, il faut être réactif. Ces gens-là suivent toute la tournée ? Ah oui, c'est les mêmes. On a besoin d'automatisme, on a besoin que ça soit toujours les mêmes personnes qui travaillent sur les illusions. Chaque personne a son poste. On a des stage managers qui s'occupent de la scène, l'arrivée des SMI, l'organisation, le rig pour s'accrocher avec les projecteurs. Ensuite, c'est le son, la lumière, les effets spéciaux. Il y a des artificiers très pointilleux qui travaillent sur... Enfin, c'est vrai que... y a plein de corps de métier, on se rend pas compte tant qu'on n'est pas dans l'envers du décor. Même moi, j'en découvre encore. Je me dis, mais il y a un poste exprès pour ça, quoi. Enfin, c'est dingue. Il n'y a pas un moment où tu as eu le vertige en te disant, mais attends, là, j'ai mis en route une. Ah ouais, non, mais si. Grosse... Si, parce que moi, là, il y a encore 2-3 ans, j'étais à une échelle familiale. 7-8 personnes dans mon équipe, on se connaît tous.
Là, j'arrive à Paris avec des rendez-vous où j'ai 20 personnes autour de moi qui travaillent sur la communication, la partie presse, les médias, la logistique, la pression financière qui est énorme parce que on se rend pas compte, mais pour vous expliquer en 2 mots, quand on loue des zéniths, c'est une fortune, mais il n'y a pas que les zéniths. Il y a les 6 000 remorques sur la route, les 50 personnes, les hôtels, les repas, les déplacements, la communication, les affichages. Enfin, tout ça, c'est des sommes astronomiques. Et pour un producteur de spectacle, le facteur risque, il est énorme. Il est énorme parce qu'en fait, pour remplir, les salles, c'est des salles de 4000 places, les zéniths en moyenne. Mais il faut au moins 3500 places pour arriver à zéro. Et c'est seulement sur les 500 derniers billets qu'ils vont commencer à gagner de l'argent. Donc cette tournée, il faut qu'elle dure au moins 2-3 ans. Donc Gilles, je viendrai faire des chroniques toutes les semaines sur Aérobuzz pour avoir de la pub. Des tours de magie. Non, mais c'est vrai que blague à part, c'est très l'aspect économique et il y a beaucoup de pression. Ma pression, elle est énorme parce que je veux absolument ne pas décevoir, même s'ils ont déjà vu les prémices du show, je veux pas décevoir l'Armée de l'air, la Patrouille de France, tous ceux qui ont cru en moi, parce que pour moi, j'ai un devoir de bien faire, et donc voilà. La première, ce sera le 23 novembre à Paris. Entre-temps, donc, là, il te reste 3 semaines à peu près. Ouais, 3 c'est ça, semaines. exactement. Tu vas les occuper comment, ces 3 semaines? Vont être bien chargés, hein. Parce que là, on entame la promotion à la télé, donc presse, médias. On va beaucoup te voir, là. Ouais, énormément, parce qu'on a plein de choses. On a un télématin sur France 2 en direct où vous verrez le numéro de la turbine. Je crois que ça sera le 19 novembre au matin, si je dis pas de bêtises. Pendant notre dernière semaine de répétition, en fait, France 2 vient filmer ça. On a BFM Télé qui vient faire un reportage. On a un sujet sur le JT de 13h qui sera diffusé entre le 27 et le 30 novembre, après la première de la scène musicale. On a un JT d'M6 aussi sur le week-end. On a le Parisien, Aujourd'hui en France. Enfin, on a le Figaro. On est vraiment très... depuis que les communiqués de presse sont sortis, on a un retour énorme auprès des attachés de presse. On a une émission là sur M6 avec mes amis les Baudins, voilà, que j'enregistre. On a fait cette semaine dernière la Bruce tous à la matinale de TF1 où j'ai fait voler une chroniqueuse. Enfin, on a beaucoup de bons retours, ce qui vont nous être utiles et nous aider à remplir les salles parce que ça reste encore une fois le nerf de la guerre. Cette préparation, comme tu le dis, ça a été quand même assez intense et stressante, c'est pas fini. Mais il y a eu quand même des grands moments, dont un grand moment qui a été le vol avec la Patrouille de France. Ah bah ouais, mais ça je m'en remettrai jamais. Ouais. Et comment ça s'est passé alors? C'était incroyable parce que... Comment dire? En fait, ce vol, je pensais même pas qu'un jour ça allait être possible. Pour moi, il était dédié à des présidents, à des grands journalistes. Je pensais pas que le petit Gaël, qui a démarré de rien, qui avait aucun réseau, aurait pu un jour monter dans un avion de chasse et qui plus est avec la Patrouille de France. Moi qui l'ai regardé au 14 juillet, qui l'ai regardé pour les cérémonies, je trouvais ça fou, quoi, de voir des avions voler si proches. Et un jour, on m'annonce que Gaël, je rencontre Éric Magnan, que vous connaissez forcément. Le vidéaste. Mais ouais, réalisateur qui a fait tellement d'images, qui a tellement de choses pour le ministère des Armées, entre autres, qui me dit Gaël, enfin c'est pas lui qui me l'annonce, mais toujours est-il, qui me dit si tu veux, je vais te suivre avec des images pour la Patrouille de France, tout ça. Et le porte-parole de l'armée de l'air, donc le deuxième, celui qui vient de partir là, Shrek, monsieur Yann Mallard, qui est un homme formidable, qui m'a aussi beaucoup aidé, qui a pris la suite du colonel Spett. Colonel Mallard a été incroyable dans le soutien de ce projet. Et il m'a dit écoute Gaël, j'ai vu la Patrouille de France, ils sont plus que OK pour te faire voler. Et ils m'ont fait un vol que l'on voit là, c'était à Méribel pour les championnats du monde de ski. C'était le premier vol de l'année. Et en plus, chose que je ne savais pas, et j'ai eu beaucoup de chance, c'est parce que ce vol, même eux en font que très rarement, dans le sens où voler dans les montagnes, ça nécessite de condamner des pistes de ski, le temps du passage des avions, avec les avalanches, tout ça. Donc même pour eux, ça fait partie, quand j'en parle, ça fait partie des plus beaux vols en fait. On m'avait dit que quand j'allais voler avec eux, ce serait un peu comme un rêve et que j'allais pas y croire le lendemain. Déjà la veille, j'étais pas bien parce que j'avais vachement sous-estimé le truc. Mais quand tu fais déjà une journée d'examen militaire à Paris
Là, tu te dis que c'est pas un jeu, parce que moi qui n'ai pas vu un médecin depuis 20 ans, parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, là, j'ai fait une batterie d'examen. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais tout allait bien. Donc, j'ai eu mon aptitude siège éjectable. Et là, quand j'ai fait la formation, avant, avec l'armurier et tout, avec Patoche, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est flippant, quoi. Et là, tu te dis que c'est pas un jeu. Là, t'es pas sur ton Flight Simulator. Là, là, tu te dis, waouh, c'est dangereux. Donc, on fait pas le bébête. Et j'ai mal dormi toute la nuit. J'étais pas bien. Je me dis, oh là là, ça va être l'horreur, ça. Et en fait, quand j'ai fait le vol, c'était tellement magique, sans jeu de mots. C'était incroyable de voir ces avions voler si proches. Je m'en souviendrai toute ma vie, en fait. Je me suis cru pendant un instant un peu le Tom Cruise de la magie, mais sans les muscles. Voilà, sans les... sans les... Non, mais c'était dingue parce que moi qui regardais tous les films, là, les Pearl Harbor, les Top Gun, tout ça, enfin, de sortir dans un avion avec la combinaison anti-G, d'avoir le casque, c'était dingue, quoi. Bon, alors après, j'étais pas bien, là, on voit les vidéos où je suis bien, mais à un moment donné où la nausée est arrivée, après les premiers facteurs de charge, mais finalement, bon, j'ai tenu, parce qu'après, de toute façon, après le vol en pleine montagne, je me suis quand même fait une demi-heure, ils m'ont fait une demi-heure de démo aérienne. Où là, j'étais pas bien. En plus, ils m'ont mis la pression. On m'a dit, tu sais, Anne-Claire Coudray, qui était la marraine de la PAF, elle l'a fait. Ça s'est bien passé. Hein. Oui, d'accord. Et non, ça s'est super bien passé. Et à la fin, pour tout vous dire, j'ai pleuré de joie et aussi de soulagement. Je pense que c'est un mix des deux. Pendant près de 5 minutes, à la fin, j'étais tellement heureux, quoi, d'avoir fait ce vol. Je me suis dit, quelle chance, quoi. Quelle chance. Alors, Alfred demande, mais tu as déjà répondu, le vol, c'était une démo, une répétition ou un convoyage? Alors du coup, on a fait vol de transit de Salon de Provence à Méribel. On a largué la fumée bleu-blanc-rouge au bon moment, je crois que c'était à 10h au niveau du timing sur France 2 pour les championnats du monde de ski. Et ensuite, retour avec démo aérienne dans la vue avant de se poser. Une demi-heure où j'ai pris cher. Voilà. On ne le voit pas sur les images, on voit que en montagne. Mais après, ouais, c'était un peu costaud. Alors, chauve-souris, tu dors pas avant la première du show devant l'armée, tu dors pas avant de voler avec la PAF et tu pleures après. Est-ce que c'est si bien que ça de bosser avec l'armée? Moi, je vais pas m'en plaindre. Je l'ai rêvé. Donc, et grâce à ce projet, j'allie la magie à l'aviation. Non, mais je découvre l'envers du décor de l'armée de l'air, en fait, parce que je comprends un peu leur façon de travailler, la précision qui est tellement grande et incroyable avec la patrouille de France quand on assiste à tout, leur briefing, leur entraînement, leur rythme de vie, la musique qui est une précision incroyable. Et en fait, je peux pas dire que c'est dur de bosser avec eux, pas du tout. C'est juste qu'on a un devoir encore plus grand de bien faire. Pour moi, l'armée de l'air, c'est la France, c'est tout ce qui se fait de mieux en termes d'aviation et je me dois d'être irréprochable et de faire les choses au mieux, quoi. Alors donc, le spectacle dure 1h30, tu disais? Ouais, c'est ça, 1h30. Ouais. C'est... Alors ça peut durer 10 minutes si les gens lancent des tomates et que c'est mauvais, mais j'espère que ça va durer 1h30. Et donc, c'est le déroulé, il y a plusieurs numéros qui s'enchaînent, avec une interaction avec le public. Ouais. Et avec un grand final. Donc. Ouais, il y a même une lévitation d'une spectatrice dans la salle. Il y a plein de choses. Il y a un univers sur la thématique, comme je le disais, de mon enfance. Je vais même faire voler un enfant. On voit les avions de la patrouille de France. Il y a une fusée, voilà, parce qu'en fait, c'est une anecdote, mais quand j'étais chez mes grands-parents, ma grand-mère m'emmenait très souvent faire les courses au centre commercial et il y avait un manège avec une navette spatiale. Et quand je passais devant, voilà, je me rêvais de voler comme un astronaute, quoi. Et en fait, j'ai rencontré Thomas Pesquet au congrès de la chasse et il adore la magie, on en a parlé, tout ça. Et finalement, eh bien, j'ai fabriqué un numéro avec un créateur issu de Las Vegas qui a travaillé sur ce numéro-là précisément, où en fait, c'est un enfant non complice que je vais aller chercher dans la salle. Okay. Et puis quand je vais demander à lever le doigt, les enfants voulaient venir sur scène avec moi, qui a rêvé d'être un jour astronaute, il va y en avoir forcément. Et ben je vais offrir la chance à un enfant de monter dans ce manège, dans cette navette spatiale, sauf que cette navette spatiale, elle va vraiment voler avec l'enfant, à vue du public. Et c'est super magique. C'est sur une musique d'Imagine Dragon, Children of the Sky, et du coup, ça prend tout son sens et c'est très féerique. Donc voilà, il y a plein d'univers comme ça, avec les enfants sur scène, avec évidemment l'aéronautique, je fais voler une spectatrice dans la salle, choisie au hasard. Mais tout ça est vraiment écrit et raconté avec un metteur en scène qui a travaillé
avec nous Julien Aluguette, qui est un acteur et comédien de TF1, mais qui a aussi beaucoup d'expérience. Il a monté le Soldat Rose, plein de spectacles chouettes, quoi. Vu que tu dis que le spectacle est un petit peu, est basé sur ta vie, sur ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça, tu as parcouru un petit peu le monde. Enfin, tu as fait différents pays pour voir un peu ce qui se faisait. Est-ce que tu t'es inspiré de certains tours? Est-ce que, ça fait partie de ma culture que j'ai réussi à créer, parce que je me suis dit que pour faire un show qui soit démesuré, top, et que les gens en prennent plein la vue, il faut que je me donne des critères de comparaison. Je peux pas rester juste à la France. Donc j'ai voyagé, j'ai été à Londres voir les comédies musicales, à New York, j'ai été au Temple de la Magie, qui est Las Vegas, où il y a tous les plus beaux shows incroyables du Cirque du Soleil. Et je me suis dit, mais waouh, là, franchement, on en prend plein la tronche. Il faut réussir à faire un show dingue, démesuré, un peu à l'image de ce qui se fait à Las Vegas, mais en France. Parce que depuis des années, il n'y a plus de grands shows de magie en France. Il y a eu à l'époque Dany Larry, il y a eu Éric Antoine, mais qui était plus basé sur l'humour. Éric qui est un ami, parce que c'est le parrain de Magie à l'hôpital, parce que je fais aussi de la magie bénévolement pour les enfants malades dans les hôpitaux, et lui c'est le parrain. Mais mis à part Éric Antoine et Dany Larry, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de très gros shows de magie. Et maintenant je le comprends pourquoi, parce que c'est tellement de boulot, il faut du personnel, il faut trouver de l'argent, il faut des moyens de dingue, et c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais avec cette culture que je me suis forgée, je me suis dit, Gaël, maintenant t'es prêt, trouve des personnes autour de toi pour rendre ce show possible, et tu peux réussir à transcender la salle avec un show inédit et jamais vu, quoi. C'était l'idée. T'as rencontré David Copperfield? Ouais, en 2000, je sais plus quand, c'était mon premier séjour à Las Vegas. Et Copperfield, moi j'habite à côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et Copperfield était venu inaugurer la Maison de la Magie, qui est le temple de la magie moderne. C'est Jean-Eugène Robert Houdin qui est le père de la magie, qui était blésois. Cette Maison de la Magie a été inaugurée à l'époque par Jacques Lang et David Copperfield en 98. Quand j'ai démarré la magie. Encore un truc... non, mais j'ai tellement de choses comme ça dans ma vie qui font que j'ai eu aussi beaucoup de chance, malgré que je me sois battu pour... j'ai quand même eu beaucoup de chance, ouais. Mais bon. Tu dis que t'as eu beaucoup de chance quand même, mais c'est quand même un exemple de détermination, en fait. Est-ce que c'est la magie qui t'a poussé à faire... Non, mais je pense que... Il y a quand même beaucoup de travail derrière, non? En fait, j'ai toujours aimé prouver aux gens qu'il fallait me faire confiance. Et qu'ils avaient tort de ne pas me faire confiance. Parce que j'ai pas toutes les qualités du monde, mais si j'en ai bien une, c'est que quand je dis un truc, je le fais. Je vais au bout de mes idées. Et donc, je savais que j'allais y aller. Comment, je ne savais pas pertinemment, mais en tout cas, c'est toujours drôle de s'apercevoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui y croyaient pas, et que maintenant... c'est un peu l'inverse, ces mêmes personnes se déploient le tapis rouge, alors que... Mais bon, ça fait partie du jeu. On a toujours besoin en France, je trouve, de faire nos preuves. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons, on te laisse y croire. On te dit, fais tes preuves. Enfin, on te dit pas fais tes preuves, on te donne les moyens, et si tu y arrives, tant mieux. Si tu y arrives pas, tant pis. Et moi, c'était la même chose. Je me suis dit, Gaël, j'étais pas sûr d'y arriver, mais je me suis dit, je vais essayer, et au moins, j'aurai pas de regrets. J'essaye, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et il se trouve que pour le moment, ça marche, et j'espère que ça marchera assez longtemps. Là, tu vois, tu viens de convaincre Féa de 31 000. Je suis convaincu, je viens de prendre mes places pour le spectacle à Toulouse. Ah, le temple de l'aéronautique, Toulouse, avec Airbus et tout. Ah bah ouais, carrément. C'est gentil. À quand un show à Las Vegas, alors? Ah bah ça va coûter cher en transport, parce que je suis pas sûr que les Américains soient contents de voir un Alpha Jet apparaître. Ils vont peut-être plus me demander un F-16 ou quelque chose comme ça. Un F-35, carrément. Ouais, carrément. Non, mais après, moi j'ai des amis qui bossent à Las Vegas et tout. Las Vegas, c'est un peu le Avignon de la magie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de shows qu'il faut faire sa place. Et puis nous, emmener 6 remorques, tout ça. Non, mais déjà, je vais essayer de faire rayonner la France et l'aéronautique avec ce spectacle pendant 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais, bah oui, parce qu'il faut amortir ce show, et il sera amorti que si on remplit bien pendant au moins 2 ans, quoi. Puis après, et puis en fait, c'est 5 ans de boulot, mais j'ai pas encore pris de plaisir. Mon vrai plaisir, c'est d'être sur scène, moi. C'est de partager avec le public, c'est de donner du plaisir, c'est de voir les gens sourire, émerveillés, avoir les larmes aux yeux parce qu'on leur véhicule des messages bourrés d'émotions. Et les répétitions, c'est bien, mais t'es dans ta bulle, quoi.
C'est comme la PAF, ils répètent, mais je pense que ce qu'ils ont envie, c'est de performer devant le public, pour faire rêver le public. Forcément. Et alors justement, donc les numéros, tu les as mis au point et répétés à l'infini, individuellement. Ouais. Tu as déjà fait un déroulé complet du spectacle dans l'ordre Oui, c'est ce qu'on appelle un filage, en fait. Filage. Un filage, où en fait on met bout à bout tous les numéros avec la partie technique, tout le personnel, la musique, voilà, tout ça. Donc on a fait des filages qui se sont avérés compliqués dans les débuts, parce qu'en fait, entre ce qu'on a en tête et ce qu'on met en place, il y a quand même une sacrée marge, en fait. Des fois, on est très déçus, on a des idées en tête qui sont folles, on dit c'est génial, et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout réalisable et qu'il manque, alors ça peut être des moyens, ça peut être de l'argent, du matériel, des compétences. On a dû changer certains numéros, les rectifier. Certains sont devenus encore plus forts, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres méthodologies possibles. Mais ouais, ça fait peur quand on écrit des choses pendant 4 ans, des idées, et qu'on les met en place, et qu'on se dit « Oh, purée, ça marche pas comme on veut ». C'est les montagnes russes. Et ce filage, tu l'as fait où? Dans ta salle Ouais. où... Je l'ai fait dans mon bâtiment, dans mon local, mais la scène n'était pas assez grande, c'est-à-dire que là, on a fait des filages du spectacle, mais là, on rentre en résidence, 10 jours avant la première de Paris à la Scène Musicale, dans une grande salle à Briare, c'est dans le Loiret, mais qui est à la taille d'un zénith, pour avoir vraiment la même dimension scénique, la même hauteur, voilà, pour avoir des conditions vraiment idéales. Et là, tu vas répéter le filage tous les jours? Ouais, on en fait 9 mais c'est tellement énergivore et fatigant que t'en fais 1h45, à la fin t'es épuisé, t'as plus d'énergie. C'est comme si tu faisais un vol avec la PAF, t'es au bout de ta life que tu dis non, c'est pas possible. Parce que en fait, on se rend pas compte, mais déjà il est très rythmé ce show. Au début, vous verrez, mais il y a un espèce de power pack de grande illusion en 3 minutes sur la musique d'ACDC que les pilotes en plus adorent, tu vois. Où ça pète de partout, il y a des flammes, t'as toute une déco aéronautique où j'apparais, je disparais à un endroit, on réapparaît dans une caisse militaire, mais ça va à une vitesse effrénée. Et je finis avec un cardio, je suis au bout de ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai un préparateur physique et un préparateur mental. J'ai 2 personnes qui me suivent un peu comme un athlète, parce qu'il me faut des conditions physiques et mentales irréprochables pour tenir la pression, parce que des fois j'ai des coups de moins bien. La pression sur les épaules, mais financière, technique, médiatique, voilà, tout ça je découvre, quoi. Le premier rendez-vous, ce sera donc le 23 novembre à Paris. Et oui. La scène musicale. Comment tu as choisi les salles? Déjà, on n'a pas eu trop le choix, parce qu'au début, on voulait les salles qui accueillent un avion, avec le poids de l'avion, déjà c'est limité. Au début, on devait démarrer, pour tout vous dire, par l'Olympia à Paris, sauf que l'Olympia, ça passait pas, il manquait de la largeur de scène et surtout l'accès. Les SMI peuvent décharger, mais on pouvait pas tourner l'avion, parce que l'avion il n'est pas en kit, le fuselage il fait les 11 mètres, donc, et ça braquait pas. Je pouvais demander au CIRPA de couper l'Alpha Jet 2, mais je pense qu'ils auraient fait la tronche. On a choisi la scène musicale parce que justement les SMI livrent sur scène directement. La salle est grandiose, ça accueille les plus gros shows, les comédies musicales, les Starmania, tout ça. Donc ouais, on a choisi la scène musicale pour démarrer. Donc c'est cool, quoi. Bonjour, je veux une scène qui tienne 8 tonnes et 20 mètres de long sur 15 mètres de large. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, ouais, encore une fois, même les salles de spectacle n'ont jamais vu ça, donc ils nous prennent pour des extraterrestres, ouais, c'est clair. Donc, et ensuite, alors, tu enchaînes, donc le 11 janvier, tu seras à Lyon, donc chez nous. Ouais. Donc, on aura le plaisir de te revoir. Yes. Le 12, le lendemain, c'est Marseille. Alors là, ça va être chaud. Passer de Lyon à Marseille, toi Ouais, c'est un défi logistique. Après, de toute façon, c'est prévu pour. Les mecs à la technique ont énormément travaillé. On a notre régisseur technique, il est capable de gérer il a fait venir Imagine Dragon, David Guetta à Chambord. Enfin, il fait des très gros trucs. Donc, il a les épaules et les compétences pour gérer ça, l'humain, mais la partie technique. Donc, je suis assez serein de ce point de vue-là. Et puis, j'ai appris aussi à déléguer et faire confiance aux autres, quoi. Bien sûr. Comme le pilote qui laisse son avion à son mécano, même si, il faut toujours checker. Non, faire confiance. Donc ensuite, le 16 janvier, Bordeaux. Dans la foulée, le surlendemain, le 18 janvier, Toulouse. Ouais. Donc là, c'est deux salles. Où j'ai déjà 3 rapprochées. places de vendues, c'est cool. C'est toujours ça, c'est cool, impeccable. Non, mais en tout cas, il y a toutes ces dates-là. Et si vous regardez un peu toutes les villes, en fait, on a aussi choisi des villes qui sont proches de bases aériennes. Donc ça, c'est Orléans le 25 janvier et Tours le 26. Ouais, parce qu'on voulait aussi remercier le ministère des Armées, encore une fois, pour sa confiance. On a un partenariat avec l'IGESA pour que les aviateurs et aviatrices puissent bénéficier de tarifs préférentiels dans le cadre de la tournée, avec un tarif plus accessible.
Donc on a choisi pour le moment des villes proches de bases aériennes ou de fiefs aéronautiques comme Toulouse. Voilà, donc. Et donc là, on a le programme, c'est ce que tu annonces pour le mois de janvier. Ouais. Ensuite, tu fais une pause. Ah non. Ah si, non, mais si. Je vais en faire parce que pour ma santé et ma tête, ça serait bien. Parce que trop de pression, à un moment donné, c'est compliqué. Je vais faire un petit stand-by à partir de février pour faire un bilan de tout ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir si le public a été au rendez-vous, si c'est bien rempli. Donc, si c'est bien rempli, on va poursuivre. Sincèrement, ça me ferait suer de me dire que j'ai travaillé 5 ans pour faire... J'aurais réalisé mon rêve. Donc, c'est cool. J'aurais fait 7 dates, 8 dates. Et j'aurais réalisé mon rêve de sortir un des plus grands shows de magie au monde, faire apparaître un avion dans des grandes salles et tout. Mais je veux que ce show dure le plus longtemps possible parce que mon plaisir, je l'ai sur scène. Donc, 5 ans de travail pour cette représentation, il est vrai que ça serait un peu frustrant. Donc, j'aimerais que ça se poursuive. Et pour tout vous dire, on a déjà mis des options sur beaucoup plus de villes en France entre octobre et novembre 2025. Si le succès est au rendez-vous et que c'est bien rempli, et que la communauté Aérobuzz fait le buzz, et bah du coup, on sait qu'on fera 15 dates en fin d'année prochaine. D'accord. On a 15 dates en option entre octobre et novembre sur un mois. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, yes, merci pour votre accueil, c'était cool. Sur Gaël, sur le spectacle. Ouais, je vous ai pas tout dit non plus, il faut des surprises quand même. Oui, non. C'est pour ça qu'il faut venir voir le show, mais bien non, sûr, je vous ai... on y sera et on en parlera. C'est gentil. Oui, alors je voulais aussi remercier, avant de rendre l'antenne, comme on dit, je voulais remercier French Modeler, qui est passé la semaine dernière ici dans le studio, c'était il y a 8 jours, pour nous apporter la maquette de Spitfire. Il est beau. Hein. Voilà. Et je crois que je vais le faire disparaître dans mon musée. Merci bien. Merci à vous pour l'accueil. Encore une fois, je me répète, mais c'était très agréable et vraiment, j'ai passé un bon moment. Nous aussi. Cool. Et bon retour dans ton atelier. Dans mon fief. Dans ton fief. Et puis on a hâte vraiment de voir ce spectacle. See you soon. À très vite. Merci à tous. Et puis donc à la semaine prochaine alors. Ciao. Ciao.